Donc, c'est bon, maintenant nous avons la technique qui fonctionne, tu es là parmi nous, nous te voyons, les gens te voient, on t'entend. C'est bon? Bonjour les gens. On peut se lancer? Très bien. Donc, bah, merci beaucoup à toi d'être parmi nous ce soir. Donc, nous allons parler d'initiation à l'archéologie. Oui, Voilà. Alors, si j'ai bien compris, on va faire ça en... Ouais, c'est bon, j'entends mieux. Merci beaucoup. On va faire ça en trois temps. Il y a un premier temps, du coup, qui va être une présentation de ta part, en fait, une présentation de ta part assez succincte sur oui. le principe de l'archéologie. Après, une deuxième partie où on va dérouler une présentation PowerPoint. Et une troisième partie qui sera un peu plus d'échange. Est-ce que c'est bien ça? Alors le PowerPoint, normalement, il devrait être en même temps que je blablate sur la datation archéologique, D'accord. parce que c'est assez compliqué. J'ai un peu de mal moi-même avec, Ok. et donc ce serait plus simple en fait pour que les gens comprennent. Ok. Donc, Mais de toute façon, alors, il faudra juste me dire, en fait, c'est moi qui vais manipuler les planches et tu auras juste à ouais, me dire quand est-ce qu'il faut que je change et je tournerai les pages pour toi. pas de souci. De toute façon, j'ai le diapo enfin, sur l'ordinateur aussi, donc je ferai ça en même temps. Parfait. Bon. Voilà. Bon, on est parti? Euh, l'archéologie est une discipline pluridisciplinaire. L'objectif est d'étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, grâce aux diverses créations qu'il a fait depuis pardon, au cours des années. Par exemple, les outils, les ossements, armes, poteries, bijoux, peintures, etc. Donc, pour certains des vestiges, il faut faire des fouilles. Certaines peuvent être préventives ou programmées. Les fouilles préventives, en fait, sont mises en place pour toute nouvelle construction, justement pour éviter que, par exemple, le chef de chantier déclare pas au Conseil national de la recherche archéologique qu'il y a une nouvelle découverte, parce qu'ils ont tendance à pas le faire et puis à construire leurs immeubles par-dessus. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau permis de construction qui se lance, il y a forcément une fouille préventive. Ah, ça revient. Alors, juste d'un point de vue technique, on a un freeze tout de suite. Je. Alors, Fraise, Théo, on a perdu. J'ai perdu Olivia. Olivia, si tu nous vois, nous on te voit plus, on t'entend plus. Ok. Je te propose que pour l'instant on continue juste en audio parce que au moins Ouais. qu'on fonctionne avec ce qu'on a. Donc tu étais en train de nous dire que sur les chantiers du coup il y a des travaux de fouilles, des fouilles préventives. Et on s'était arrêté là. Voilà, c'est à ce moment-là que l'image a frisé et qu'on t'a perdu. Ok, non, parce que moi j'ai continué à blablater avant de me rendre compte que c'était coupé. Donc je vais reprendre là, aux fouilles préventives. Mm. Donc les feuilles préventives donc, sont mises en place avant toute nouvelle construction d'immeubles, la LGV par exemple, pour éviter que le chef de chantier ne déclare pas donc, au Conseil national de la recherche archéologique une éventuelle découverte qu'ils auraient fait sur le chantier, parce que ça arrive très très souvent qu'ils ne déclarent pas et ils préfèrent construire par-dessus et comme ça ils sont pas embêtés quoi. Donc après, voilà, le mot archéologie vient du grec ancien, donc archaeologia, qui est un mot composé de archaïos et logos. Donc archaïos qui veut dire ancien et logos qui veut dire mot, parole, discours. Mais vraiment la parole à l'oral, quoi. Donc c'est pas très logique vu que on, on étudie surtout les biens matériels des hommes du passé. Donc c'est un mot assez récent, je crois qu'il date du 19e siècle. Et parce que euh, avant, on avait une vision de l'archéologie qui s'intéressait qu'à l'objet et non à son contexte. Donc par exemple, au Moyen Âge, il y a quelqu'un qui a essayé de trouver la vraie croix de Jésus pour que son fils se convertisse au christianisme. Mais aussi, il y avait des recherches pour trouver les reliques des divers saints pour prouver le discours biblique et du coup, enfin, assurer le fait que les gens croient en Jésus, Dieu, tout ça. Enfin, voilà, c'était surtout pour l'objet. Et à la Renaissance, bah, les gens commencent à s'intéresser aux antiquités qui étaient considérées comme diaboliques durant le Moyen Âge, sauf qu'ils étaient seulement collectionnés et mis dans des cabinets de curiosité. Donc il y avait des momies, par exemple, que les gens allaient voir parce qu'ils trouvaient ça marrant. Donc
Donc c'est au 19e siècle qu'apparaît le mot archéologie, parce qu'on commence à s'intéresser à ça en tant que scientifique, on commence à faire des recherches autour des objets et des œuvres. Et donc c'est ce qui nous amène ensuite du coup vers la datation et la Et là, chronologie. Du coup c'est est-ce là que qu'il tu nous veux que faudrait j'ouvre le la dire. présentation? Hmm. Est-ce que tu veux que j'ouvre la présentation là maintenant? Je veux bien, s'il te plaît. Alors je fais clic là où on m'a dit de faire clic. Voilà. Ah, Ok. alors je sais pas je dois juste sortir une présentation la présentation sur la datation. Bon, alors j'ai juste un technicien derrière qui est en train d'arriver et qui va nous faire ça. J'essaie de voir en même temps. Voilà. Du Tiens, coup, voilà. alors Je vais essayer juste, de faire du coup un peu plus court, puisqu'il y a quelques soucis. Mais voilà, on a encore, avec le RAB, on a encore entre 25 minutes et une demi-heure au total, pour te oui, donner une idée. bah, je pense qu'on va avoir vu ne serait-ce que le gros du sujet. Ne Super. serait-ce que le gros du sujet. On n'aura peut-être pas le temps pour les questions. En plus, j'ai super bien bossé sur les questions, donc c'est un peu dommage. Mais Mais ça veut dire qu'on pourra faire un deuxième épisode. oui, bah, potentiellement, oui. Voilà. Alors, et juste, alors, ok, alors juste, c'est un PD. Alors, juste, est-ce que faut que je te le prenne à partir de quelle page, du coup, la présentation? À partir de la page 8. 6, 7, les deux types de chronologie, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai pas eu le temps de faire Voilà. moi-même un diapo, donc j'ai pris celui de ma prof. Et bien, du coup, là, c'est bon, tu es affiché, c'est bon. Nickel, nickel. Du coup, j'en étais donc aux deux types de chronologie. Donc, on a la chronologie relative et la chronologie absolue. La chronologie relative permet de retrouver un ordre et la succession des événements, tandis que la chronologie absolue permet d'obtenir une date chiffrée, mais elle reste quand même approximative. Parce que c'est quand même assez dur de dater précisément un objet dans le temps. Et du coup, il faudrait changer de diapo. Et, Donc je dis juste clic, c'est ça? et Et je du fais coup, et encore clic, du coup, pour se retrouver sur la page 10. la méthode de datation, relative. Les méthodes de datation relatives. Ok, alors attends, juste, c'est bien ça. Alors, avec la La stratigraphie, stratigraphie, la la typo. typochronologie, le paléomagnétisme et la biochronologie. C'est bien ça. C'est bien ça. Et du coup, on va cliquer encore pour se retrouver sur la stratigraphie. Que voici. Voilà. Donc la stratigraphie, c'est la superposition de couches sédimentaires. Donc théoriquement, plus c'est profond, plus c'est ancien. Sauf qu'on a remarqué à certains endroits, en fait, là où il y a des plaques tectoniques qui se rencontrent, euh, vu que la Terre monte, en fait, on se retrouve parfois avec des choses plus récentes en bas et des choses plus anciennes en haut. À côté des rivières, c'est pareil, au fur et à mesure que la rivière creuse la terre, on se retrouve avec les choses plus récentes plus proches de la rivière, tandis que les choses plus anciennes sont un peu plus hautes en fait. Donc ça dépend juste du site. Donc grâce à cette technique, on peut dater les vestiges les uns par rapport aux autres. Donc sur une même couche, on va potentiellement trouver plusieurs choses à identifier et on va pouvoir espérer les identifier ensemble et à la même date. Donc, tac, tac, tac. On peut aussi comparer des objets de deux sites différents, parce qu'on retrouve en fait dans les couches différentes lignes, donc selon le climat, etc. S'il y avait plus d'herbes, plus d'arbres, etc. Ça donne des lignes différentes, et si ça se trouve, sur un autre site, on a exactement ces lignes-là. On peut donc trouver, dater deux objets différents sur deux sites différents par rapport à ça. Du coup, on va passer à la. Oui, du coup, on s'est expliqué du coup sur la. Il faudrait cliquer du coup pour changer de diapo. Parce que du coup, en fait, moi, c'est pas un PDF que c'est pas un PowerPoint que j'ai, c'est un PDF. D'accord, parce que oui. Voilà, c'est Oui, pour non. ça en fait. Mais voilà. On voit normalement. Alors du euh, coup, j'ai la stratigraphie, plus récent que. voilà, donc on a, oui, logiquement les images de cailloux, de pierres taillées. Voilà, et là, je suis en pleine page. Maintenant, ça devrait aller un peu mieux, du coup. Voilà. Et du coup, sur la page suivante, donc D'accord, on là, va partir sur la typochronologie. voilà. Il y a Merci. plusieurs diapos pour celui-là aussi, du coup. Ok. Donc ça consiste à comparer des objets trouvés.
Donc jusqu'en 1950, on avait des fossiles directeurs qui étaient censés représenter une époque ou une période. Alors tandis qu'aujourd'hui, on avait une approche morphologique. Alors qu'aujourd'hui, on a une approche plutôt technologique. Et je crois qu'il faut changer de diapo. Alors j'ai Ah lecture oui. préparatoire Du coup, cette oui, en fois-ci. changeant, on va voir du coup les Euh, différents types de... Tu veux que j'aille sur quelle page du coup? Alors je suis passé page La 30. 12. Je suis repassé, alors attends. Là je suis à combien? Normalement, c'est encore 30. la typochronologie, la notion de fossile directeur. Je vais voir ça vite fait. Attends. Ah, Du t'es coup, parti trop loin. attends, tiens, du coup, hop là, parce que de loin, en fait, je vois pas, de loin, je vois pas bien les pages sur lesquelles il faut que j'appuie. Et j'ai Guillaume qui va D'accord. me passer un coup de main derrière, et comme ça, au moins, il voit là où il doit cliquer. Parce que, je te disais tout à l'heure, j'entends pas bien, je vois pas très loin. Il n'y a pas de souci. Voilà, et là, du coup, on est sur la stratigraphie. Voilà. Non, Et typochronologie. donc, ouais, Donc, typo. c'est la page après Voilà. celle-ci. Est-ce Non. qu'on est en pleine page, Guillaume, du coup? Ok, bah c'est parfait, maintenant c'est bon. Et on va suivre comme il faut, il y aura plus mes soucis dessus. Ok, parfait. Voilà. Et du coup, donc sur la diapo suivante, Voilà. Dis- Alors juste, est-ce que tu peux résumer ça reste lisible ou pas en ligne pour toi, Olivia? alors moi je le... Enfin, oui, non, mais là c'est bien, je trouve. Là c'est bien, On ok. voit à peu près toute Page la suivante, page, s'il donc te plaît. c'est nickel. Du coup, oui, donc sur la diapo Voilà, et suivante, là c'est bon, on y est. voilà. Voilà. Donc sur celle-ci, on peut voir différents donc, types de fossiles directeurs. Chacun est regroupé enfin, on comparait par rapport à la morphologie enfin, les nouveaux types de pierres taillées qu'on trouvait. Et alors que donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a une approche plutôt technologique, donc on regarde la façon dont ça a été créé plutôt que la forme de l'objet. Donc dans, pas la prochaine, mais la suivante. Donc c'est de l'après. Donc c'est celle d'encore après, c'est bien ça, hein. Ouais, Voilà. encore. Il y en avait trois, il y en avait pas deux. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça maintenant qu'on compare les différentes, enfin, au-dessus. Ok. C'est bon? Faudrait revenir à celle d'avant en fait. Un coup en avant, voilà. C'est bon. Là, on a plein de cailloux sans C'est l'écriture. celle-là, Voilà, nickel. on est dessus là tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on compare les différentes techniques utilisées parce qu'on a constaté qu'on n'a pas forcément la même forme pour la même technique utilisée. C'est selon les régions, selon le type d'être qui était présent sur le site à l'époque. Donc ça, c'est pour la typo-chronologie. Après, du coup, il faudrait changer encore de diapo. Ok, tu veux qu'on aille à quelle page? Alors, donc il faut aller à la 13. On y est. Voilà, donc le paléomagnétisme. La 13. Voilà, on y était et c'est bon. Ok, ça me fait à l'arrache, mais c'est pas grave, c'est un peu de ma faute quand même. Donc le paléomagnétisme, en fait, on a constaté que au fur et à mesure du temps, le champ magnétique de nos pôles terrestres, enfin de nos pôles, se sont inversés. Donc de temps en temps, le nord, en fait, c'était le sud, et vice-versa. Et en fait, on peut le constater grâce à des roches volcaniques. Et du coup, c'est parfait en fait pour sur un site à côté d'un volcan, c'est absolument parfait pour dater quelque chose, parce que du coup, sur les différentes couches, on retrouve, selon les années, on retrouve un champ magnétique inversé ou non, et ça permet de s'y retrouver. On voit sur la chronologie en bas, enfin, on sait si on trouve un objet, on peut plus facilement le placer dans la chronologie en suivant ça. Mais il faut avoir un volcan. Et donc, c'est pas forcément C'est- T'en le as plus pas pratique partout parce qu'il n'y a pas. effectivement, hein. Hmm. T'en as pas partout effectivement. Exactement. Donc, c'est un des meilleurs moyens pour dater quelque chose, mais il n'y a pas forcément de volcan partout. Donc maintenant, on va passer sur la diapo 14 On y est. et on va parler de biochronologie. Alors, je vais pas trop développer la biochronologie parce qu'elle dépend surtout du climat, etc. Et donc, en fait, on identifie dans les couches donc les éléments grâce au changement climatique qu'on a trouvé
dans les débris des couches. Et on peut constater la faune, la flore, etc. Enfin, plein de choses. Donc, par exemple, au niveau de la flore, si on passe, je crois, à la diapo suivante, qui est donc la Guillaume. 15, Voilà, au niveau de la flore, donc on peut voir, voilà. par exemple, avec s'il y avait plus ou moins d'arbres, plus ou moins juste de l'herbe, des fleurs, etc. Enfin, les différents climats qu'il y avait. Et donc, on, on établit une courbe de référence pour potentiellement placer un objet dans cet univers-là. Ok. Et euh, donc après, on va encore changer de diapo. Tu veux laquelle? Le 16, du coup, juste rapidement. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour la datation relative. Maintenant, on va passer sur la datation absolue. Donc avec les méthodes radiométriques et la dendrochronologie. Donc il faut passer sur, pas la 17, mais la 18. La 18. Voilà, La voici. parfait. Donc c'est là que ça devient compliqué, que je maîtrise pas entièrement le sujet, mais je fais au mieux. Donc on peut identifier grâce à des isotopes instables comme le carbone 14, le temps depuis quelque chose existe. Parce qu'au fur et à mesure du temps, les carbones 14 se transforment et deviennent des isotopes stables. Et ça s'appelle la désintégration radioactive. Alors, sur la datation au carbone 14, on a vu, il y a quelques années de ça, on a eu une polémique disant que c'était pas forcément si fiable que ça. C'est pas Est-ce- fiable. Mais D'accord. alors, pas du tout. Mais enfin, vraiment, c'est pas du tout fiable parce que enfin, ça va partir en laboratoire. Il y a un temps. Enfin, je vais l'expliquer un peu mieux plus tard, mais en gros, ils établissent un temps depuis lequel les carbone 14 commencent à se désintégrer. Et à partir de ce temps-là, on peut estimer euh, la date à laquelle l'animal, enfin, ou la personne, peu importe, est morte. Ok. Et sauf que, enfin voilà, comme on a dit, c'est extrêmement instable parce qu'il se trouve que des fois, il y a des écarts de milliers d'années, pas tellement millions, mais surtout milliers d'années entre les divers trucs. Enfin, on peut avoir une date en utilisant la biochronologie et trouver une autre date en utilisant complètement différente avec avec le carbone 14. Ok. Mais bon, faut quand même l'avoir parce que ça peut donner une base, ça peut aider quand même. Mais on n'est pas obligé de le faire parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc en fait, c'est enfin, du coup, sur la enfin, on va voir un peu plus tard que du coup, c'est seulement avec les ossements et du coup le charbon de bois qu'on peut le faire. Donc le charbon de bois, il n'y en a pas forcément sur les sites préhistoriques parce que le bois se désintègre très rapidement et les ossements, bah, enfin, on peut pas forcément s'en servir non plus. Et du coup, il faut envoyer ça en laboratoire et voilà quoi. Donc ensuite, donc on va passer à la diapo 19. Que voici. Voilà, donc normalement on a une jolie courbe. C'est bien ça. Les méthodes Voilà, une jolie radiométriques. courbe. Donc cette courbe, c'est la durée de vie des isotopes instables. Et donc on établit donc la demi-vie. Donc c'est le temps, enfin, pour lequel il y a la moitié des isotopes qui sont partis de l'os ou enfin, de l'échantillon. C'est assez compliqué à expliquer. C'est juste qu'il faut qu'on le sache en tant qu'archéologue. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et, euh, et du coup voilà, ça permet du coup de trouver une date approximative. Euh, et donc sur la diapo numéro 20, on voit juste un joli petit schéma, normalement. Ah voilà, parfait. Donc on voit un joli schéma où on voit, enfin voilà, donc les carbone 14 sont absorbés par des êtres vivants et puis à leur mort, il y a la désintégration radioactive qui commence. Ok. Après, Euh, donc sur la diapo 23, du coup, il me faudrait, s'il vous plaît. La voici. Merci. Donc on trouve
Donc, en envoyant ces échantillons en laboratoire, on trouve donc une date moyenne, qui est donc, par exemple, 12 000. Et le BP à la fin, en fait, ça veut dire before present, donc avant 1950. Donc, c'est avant un peu le changement de technique, de technique. Et donc, le plus ou moins 200, c'est un écart type. L'écart type, en fait, ça veut dire que l'échantillon peut être, peut être daté entre plus ou moins 12 000 ans. Donc ça peut être 12 200 comme ça peut être 11 800. C'est pour avoir une fourchette d'erreur, enfin une marge d'erreur. Ok. Et donc on a plus l'écart type est grand, moins on a de chances de fausser, enfin, d'avoir une erreur dans l'estimation de la date. Et du coup, sur la 24, s'il vous plaît. Voilà. La méthode bah, et là, on a un schéma qui apparaît. Ouais, on a les différents, enfin, le truc avec l'écart type. Voilà. Et du coup, le schéma, en fait, donc ça c'est enfin, donc la raison pour laquelle du coup c'est très imprécis et très pas du tout fiable, c'est parce que du coup il y a, enfin, la quantité de carbone 14 varie dans l'atmosphère au cours du temps. On n'a vraiment pas une idée fixe de combien il y en avait à telle ou telle époque. Et donc on calibre les dates en constituant des courbes de calibration pour essayer de trouver une meilleure, enfin, voilà, la date trouvée en laboratoire peut, à cause de grâce à cette calibration, changer. Donc sur la diapo suivante, La 24 qu'on a juste sous les yeux, là, voilà, effectivement. donc la 24.2 du coup apparemment sur le truc. Voilà, donc là on voit par exemple la date qui a été calibrée, la date de départ qu'on avait, donc 12 000 plus ou moins 200 BP, et la date calibrée en dessous, donc un peu plus précise, enfin carrément plus précise en fait. Et en fait, on rajoute du coup cal BP. Donc, dans une recherche, dans une étude scientifique au niveau de l'archéologie, on ne va pas retrouver par exemple que l'objet a été créé en 12 439. On va avoir tout ça décrit pour la date, avant de préciser, avant d'essayer de le préciser en fait. Donc ça, en gros, le 12 439 plus ou moins 263 cal BP, c'est une date. Ok. C'est la date avec laquelle on se retrouve, avec laquelle il faut qu'on travaille avant de pouvoir la préciser par d'autres méthodes. Donc, du coup, sur la diapo donc 25, on a d'autres. euh, on voit les autres méthodes radiométriques. Donc, globalement, c'est vraiment pour estimer, toujours autour d'une atome, d'un élément chimique, je crois. Enfin, bref, d'un élément, dans diverses échantillons. Enfin, par exemple, pour le carbone 14, bah, c'est le charbon de bois. Pour l'uranium, thorium, c'est les stalagmites. Donc seulement, du coup, dans les grottes. Pour le potassium argon, c'est seulement dans les roches et cendres volcaniques. Et donc forcément, il faut qu'il y ait un volcan. Après, le thermoluminescence, c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, c'est pour... ça mesure l'énergie radioactive stockée dans un échantillon. Et donc ça se retrouve du coup surtout dans les roches chauffées qui ont déjà été, qui ont été chauffées, qui ont été retrouvées près d'un feu, un feu de camp, quelque chose comme ça. Et en fait, on prend l'échantillon, on le réchauffe de nouveau et l'énergie est lâchée. Et du coup, on peut mesurer cette énergie lâchée et potentiellement lui donner une date. On peut le faire qu'une fois. Parce que du coup, une fois que l'énergie est lâchée, elle est plus dans l'échantillon. Et pareil que le carbone 14, ça peut être assez... enfin, c'est pas très fiable non plus. Ok. Et c'est pareil du coup pour le résonance de spin électronique qui mesure les électrons stockés dans divers sédiments, du coup les dents, les minéraux brûlés, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez assez scientifique. Ça commence à être un peu... Enfin voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la diapo suivante.
où on devrait se retrouver avec la dendrochronologie. Exactement, on a une photo avec avec un fond Voilà, d'arbre. avec un merveilleux arbre en fond. Mm. Donc la dendrochronologie, en fait, c'est peut-être la méthode de datation la plus fiable, mais qu'on ne peut pas utiliser autant qu'on voudrait parce que ça nécessite d'avoir du bois. Parce qu'en fait, chaque année, il y a une nouvelle cerne sur le bois et l'épaisseur pardon, change selon les caractéristiques du climat. Et on peut du coup avoir une courbe de référence et comparer différents arbres entre eux pour savoir à peu près l'année à laquelle il y a eu l'abattage, etc. Enfin, vraiment avoir une idée précise. Et du coup, ça nécessite d'avoir du bois. Donc pour la préhistoire, c'est mort. Il faut vraiment des conditions extrêmement particulières pour que le bois survive, parce que c'est un matériau quand même extrêmement périssable. Mais du coup, tu peux pas avoir du bois fossilisé? Alors, il me semble que oui, mais dans très très peu de cas, parce que il faut pas qu'il fasse trop chaud, et il faut pas qu'il fasse trop humide non plus, Oui, parce que sinon après pour il que le va bois se pourrir. conserve. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre parfait entre l'humidité et la chaleur pour que le bois puisse se conserver. D'accord. Et du coup, malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. On a très très peu de bois qui datent d'avant. Généralement, enfin, je sais plus jusqu'à quand on a du bois. Voilà, jusqu'à moins 10 000 ans. Voilà. La dendrochronologie ne va pas généralement au-delà de moins 10 000 ans. Et encore à moins 10 000, c'est vraiment assez limite, quoi. D'accord. Mais c'est un des plus fiables. Et on l'a utilisé, on l'utilise aujourd'hui surtout dans des édifices comme les églises du Moyen Âge, parce qu'on peut comparer le bois d'une poutre et utiliser du coup ces courbes de référence avec les poutres, etc. Enfin, donc voilà, c'est assez cool, enfin assez. C'est peut-être le meilleur moyen de datation, mais c'est celui qu'on peut utiliser le moins. Mm. Et du coup, sur la diapo 28, on peut voir du coup les différentes méthodes et les années jusqu'auxquelles ils peuvent s'appliquer. Ok. Voilà, on voit par exemple que c'est le, la résonance de spin électronique qui peut aller le plus loin. Enfin, voilà, donc ça, oui, ça c'est que pour les méthodes absolues du coup. Et du coup, l'idéal en fait avec les méthodes absolues, c'est de pouvoir en utiliser plusieurs. Donc pouvoir Oui. utiliser le carbone 14 avec l'uranium thorium et par exemple la thermoluminescence. C'est vraiment l'idéal pour avoir une belle fourchette de dates et pouvoir du coup caler correctement l'objet dans l'histoire, quoi. Ok. Donc voilà, je crois qu'on a presque plus de temps. Il nous reste trois grosses minutes, mais on peut déborder un petit peu, c'est pas un souci, hein. Voilà. On a le temps que tu finisses. Oui, bon, ça va, j'ai plus que genre deux, trois petites choses à dire du coup. Mm. Donc ça va. Du coup, sur la diapo 30, c'est ça la diapo 30. C'est On sur a, les datations approximatives, c'est bien ça, hein? c'est ça, datation approximative. Donc on a une jolie image de deux sites différents. Aïe. Euh, Et on voit par exemple que par exemple, donc là ils ont utilisé l'exemple du carbone 14 et on a trouvé que du coup ces deux sites euh, étaient contemporains, donc ils étaient à la même époque, enfin voilà. Alors qu'en fait, en justement en calibrant ces dates, on trouve en fait que non, ils sont pas du tout. On peut trouver en fait plus tard qu'ils sont non, ils sont pas du tout contemporains. Euh, donc donc ça c'est la diapo 30. Alors, Enfin, on est sur la la, 30, c'est la plutôt la 30. troisième diapo 30. La troisième drapeau. Si tu nous tends des pièges comme ça va pas être facile. Ouais, non, je sais bien en plus. Alors, est-ce que c'est celle-ci qui s'est... Alors, on a la 30. En fait, on a une La- 30 et si on va Voilà, après... donc ça c'est parfait, c'est celle-là, c'est bon. On touche plus. Mince. Voilà, c'est ça, enfin pour l'instant, parce que du coup on Ok, va on touche plus. vite passer à une autre. Mais voilà, donc on voit voilà, des différentes fourchettes, on voit que selon l'estimation elles sont contemporaines et en fait en précisant les dates, pas du tout. D'accord.
Et Hmm. du coup, voilà. Enfin, c'est pas sur cette diapo-là, c'est sur celle d'après, je crois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, Alors, je vais il y en a passer. une après, effectivement, où on avait les schémas sur les côtés. Voilà. Le schéma, c'est Non, quoi? alors, là, est-ce que tu parles de celle-ci? Hmm. En fait, Oui. voilà, c'est la bonne diapo 30, du coup. Enfin bon. De toute façon, du coup, on va vite fait passer, du coup, bah, juste à quelques. Pour montrer, du coup, les différentes comparaisons de méthodes. Donc, sur la 31. 31, Voilà, où on prend la voilà. stratigraphie. On constate sur très bas qu'on peut utiliser le potassium argon pour dater. Ensuite, on a donc le champ magnétique qui s'inverse un peu plus haut et que du coup, les ossements, les échantillons qu'on a trouvés entre les deux peuvent être datés entre 730 000 et 1 million d'années. C'est toujours en moins, parce que du coup, enfin voilà, c'est quand même toujours en moins, mais voilà. Hmm. Et du coup, après, bah, sur la diapo suivante, on voit du coup comme je disais tout à l'heure, où on peut comparer deux sites différents selon la stratification. Euh, Justement parce que du coup, on trouve des éléments semblables dans les deux et on trouve surtout des échantillons semblables entre les deux et du coup, euh, ça permet enfin, d'avoir une date et de pouvoir comparer les deux sites et enfin, vraiment de pouvoir dire ces deux sites sont contemporains, enfin, trouver plein de choses. Voilà. Ok. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en fait. J'ai pas fait de conclusion. Hmm. Alors, et juste une question pour moi, pour comprendre. Effectivement, donc il y a ces quatre méthodes-là qui vous servent à faire du. Ok, est-ce que t'as ces quatre méthodes-là qui te permettent de dater? Et alors, en tant qu'archéologue, du coup, vous êtes spécialisé sur une, vous êtes amené à vraiment toutes les connaître, ça se passe comment? Bah en fait, on n'est pas vraiment amené à les connaître, enfin, on est surtout amené à, à replacer les choses en fait. C'est pas nous qui, enfin, c'est pas nous qui, en labo, essayons de trouver le taux de carbone 14, la thermoluminescence, etc. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Nous, on est juste là, la plupart du temps, pour creuser un trou, pour découvrir le truc. Généralement, pour les sites préhistoriques, par exemple, on prend énormément de photos pour pouvoir enfin, avoir une trace avant d'enlever les choses de leur contexte, pour que plus tard on puisse placer le contexte. Les échantillons qu'on veut sont envoyés en labo. Des fois, enfin, ils sont renvoyés après avec l'approximation de la date, et puis bah, par déduction, par plein de travail de réflexion, on peut ensuite trouver les différentes dates. Et généralement, la stratigraphie, ça se place assez rapidement sur un site. C'est un des premiers trucs qui est fait. Enfin, ils vont par exemple creuser un trou un peu plus loin du site. Et pour avoir une belle stratification sans les objets, sans les divers trucs, enfin la poterie, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans le sol de potentiellement intéressant. Voilà. Voilà. Ok, ok. Alors, j'ai les personnes qui sont en face de moi qui me disent qu'il faut que j'aille sur l'autre plateau. D'accord. Je suis désolé pour les soucis techniques qu'on a eu en début. Malheureusement, Il n'y a pas de souci. ça fait partie des aléas. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Du coup, Bah, c'était un plaisir. J'espère que j'ai été assez claire. Que, voilà. du coup, oui. Enfin, moi, c'est ce que je veux dire est bête, mais je connaissais juste l'histoire du carbone 14. Je connaissais pas les autres. Donc, au moins, comme ça, ça me met bien en tête. Et c'est vraiment super pour ça. J'espère qu'on aura l'occasion du coup de pouvoir se recroiser pour échanger sur d'autres points d'archéologie, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas que tu nous as annoncés, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi. Bah, merci du coup à tout le monde là, Mhm. de l'équipe Je qui te- m'a permis de faire ça. C'est cool. Ouais, bah écoute, c'est un plaisir réciproque. Je te souhaite une très bonne soirée et puis je te dis à bientôt Merci. alors. Ouais, merci, à bientôt et bonne soirée. Merci, salut.